Bienvenue pour ce premier épisode Cévenol de la rentrée 2022. Donc, ce cycle de conférences il est proposé et organisé par l'Institut Agro à Florac. On l'avait mis en place pendant le confinement. Il a lieu à peu près une fois par mois. L'Institut Agro, c'est une école d'enseignement supérieur en agronomie et voilà, qui existe, enfin, avant ça ne s'appelait pas l'Institut Agro, mais ça existe depuis 50 ans et il propose des formations sur la gestion durable des espaces naturels par l'agriculture, l'éducation et les pédagogies innovantes, et puis la formation aux méthodes et outils de coopération entre acteurs. Voilà, et l'idée de ces épisodes Cévenol, en fait, c'était de vous proposer de faire un pas de côté sur des sujets qui intéressent l'enseignement agricole, en invitant des experts, des praticiens à venir nous présenter leur travail et puis vous donner la parole pour échanger avec vous aussi sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on accueille Hugues Détouche de l'association Paysans de Nature sur le thème de faire de l'installation paysanne un outil de protection de la nature. Donc là, le pas de côté, c'était un peu de sortir de la vision dualiste la biodiversité comme étant soit positive pour l'agriculture avec les services écosystémiques ou l'aspect, la biodiversité nuisible. Donc, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui pendant cet épisode Cévenol, donc jusqu'à 18h. On vous invite à couper votre micro dans un premier temps et de poser vos questions dans le chat de Zoom. Nous, on compilera vos questions. Donc, on laissera la parole à Hugues pour à peu près 40-45 minutes. Ensuite, on fera une pause d'un quart d'heure. Et après, on passera aux échanges. Et je m'aperçois que je ne me suis pas présentée. Donc, on était deux à organiser cet épisode Cévenol. Donc, ma collègue Aurélie Javel qui est à Montpellier. Si tu veux te présenter, Aurélie. Oui, donc Aurélie Javel donc à l'Institut Agro à Montpellier. Moi, je suis ingénieure de recherche en anthropologie de l'environnement et je travaille donc sur les relations à la nature entretenues par les agriculteurs et notamment dans la dimension sauvage des exploitations agricoles. Et donc, on a travaillé avec Armelle à essayer d'organiser cet épisode. Donc, Armelle, vas-y, je te laisse te présenter du coup quand même. Ouais. Donc moi, je suis Armelle Tourner, je suis formatrice à l'Institut Agro à Florac, plutôt sur la dimension agriculture, biodiversité. Et du coup, Hugues, on te laisse davantage te présenter parce que j'ai juste dit que tu faisais paysan de nature, je n'ai pas parlé de ton parcours. Donc, je te laisse la main. Et puis, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Mon parcours, bonjour à tous. Vous m'entendez tous bien, j'espère. On a calé le son. J'espère que la technique ne va pas se mettre en travers. Mon parcours, je vais faire juste un petit clin d'œil puisque j'ai un pas en Vendée, là où je suis installé. Je suis paysan de nature, mais j'ai eu un pas encore dans les Cévennes puisque ma mère est originaire de Saint-Germain-de-Calberte. Donc j'ai déjà beaucoup de chance depuis ma plus tendre enfance de vivre dans des milieux assez exceptionnels, le Marais Poitevin et le Sud Cévennes. Mon parcours, il est simple. Après des études agricoles, j'ai toujours baigné dans l'ornithologie. Puis après, je suis devenu conservateur de la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Perret et j'ai occupé cette fonction pendant 34 ans. Donc, j'ai attaché à LPO France et c'est une réserve qui fait 207 hectares. Et pendant 34 ans, dans le Marais Poitevin, j'ai vu à l'intérieur de la réserve et surtout en périphérie, l'altération de ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité. Et la notion de nature et de sa protection qui incombe à une réserve naturelle, qui est un des outils avec les parcs nationaux le plus fort pour la protection de la nature, j'ai vu que ça s'est complètement altéré essentiellement en raison de certaines pratiques agricoles. Dans d'autres régions, c'est d'autres problèmes, mais chez nous, c'est essentiellement les pollutions des pratiques agricoles à travers le drainage, l'irrigation,
l'usage des produits phyto, les intrants qui ont altéré les écosystèmes très fortement, très impactés, et y compris dans la réserve naturelle. Dans la réserve naturelle, où on travaillait avec des contractualisations avec des agriculteurs, mais on n'arrivait pas à nos fins. J'ai eu une chance énorme en 2004 de rencontrer Sophie, qui était déjà installée à côté de la réserve naturelle en tant qu'agricultrice. On s'est mariés en 2010 et depuis 2014, ça me démangeait de passer un peu de la théorie à la pratique. Puis à chaque fois, on se heurtait à des discours. Non, ce n'est pas possible de faire de la protection de la biodiversité et de l'agriculture, sauf avec quelques auxiliaires. Mais en tous les cas, la nature, utile ou inutile, surtout inutile, bah, ça n'a pas de place dans le système agricole. Donc là, je suis installé et maintenant, je suis en GAEC depuis le 1er avril 2022 sur une ferme qui fait 245 hectares sur le Marais Poitevin, au cœur des grandes prairies naturelles humides. Donc, beaucoup de chance, avec un milieu exceptionnel. Et donc, on va démarrer le diaporama pour vous dire que mon parcours, où là passe à l'exercice pratique, mais toujours, je fais plus le même métier, mais j'ai la même mission. En tant que conservateur d'une herbe de 200 hectares ou à la tête d'une ferme de 245 hectares, je considère que les finalités sont les mêmes et sont complémentaires. Alors, je vais faire un partage d'écran. Voilà, je lance le PDF. J'attends que tout le monde le voit. S'il y a un souci, Ahmed, tu me préviens. Alors, ce PDF, en avant-propos, je veux remercier Perrine, Léna qui ont préparé ce PDF que je vais dérouler et essayer de commenter là, en 45 minutes. Juste une chose avant que tu commences, je rappelle donc aux personnes qui participent de ne pas hésiter à poser des questions via la discussion au fil de l'eau. Comme ça, au moins, on ne perdra pas les idées en cours de route. Non, parce qu'on a un petit souci avec la discussion pour l'instant, elle est désactivée. Donc, je suis en train de chercher pour la réactiver. Bon, dès qu'elle refonctionne. Je vais vous mettre un pas dans la messagerie pour que vous puissiez. Moi, ça remarche, hein, Marc, hein, c'est bon. Oui, Hein. mais c'est normal, tu es haute. Ah. Je laisse la parole à Hugues et je vous trouve une solution. Bon, on va commencer. Alors, ça va être un peu la litanie, mais on va commencer par là. Mais je pense que tout le monde est bien informé aujourd'hui, même si il y a 25-30 ans, on en parlait, mais c'était marginal, mais aujourd'hui, maintenant, on le sait. Le constat de l'érosion de la biodiversité sauvage avec l'effondrement de certaines espèces, que ce soit floristique ou faunistique. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est le tableau en haut à droite, où nous apercevons à travers ce qu'on appelle des groupes de spécialisation que les milieux agricoles sont les milieux où on note le plus grave effondrement de la biodiversité. Avec des chiffres impressionnants, parce qu'on est de l'ordre près de 40%. Et quand on regarde donc le déclin massif des insectes menés par les écosystèmes, eh bien là aussi, on a de quoi vraiment s'inquiéter. Ça, c'est le constat. Et il y a eu un point sur lequel il faut vraiment insister, c'est que sous nos latitudes, la nature, elle est, contrairement à ce que pense peut-être le commun des mortels, que la nature, c'est un peu le milieu boisé, c'est la forêt. En fait, non. La plus grande expression de la biodiversité, ce qu'on appelle la richesse spécifique, toutes les chaînes alimentaires les plus riches, que ce soit de la flore à la faune, aux vertébrés supérieurs, se passent dans les systèmes ouverts ou semi-ouverts. On le voit par exemple par rapport aux 5000 espèces de plantes vasculaires que nous avons chez nous. Il y a 80% de ces espèces-là qui sont des espèces de lumière, des espèces héliophiles. Et ces espèces-là,
se développent dans les milieux qui sont ouverts et non pas forestiers. Et là, c'est très important. C'est-à-dire que protéger la nature, ce n'est pas s'intéresser à la libre évolution sans le maillon clé de voûte que l'on oublie souvent, c'est l'herbivore. Donc ça, il faut toujours avoir cette petite musique en tête, c'est que sous nos latitudes, alors on peut avoir d'autres clichés avec les buffles en savane, les troupeaux de bisons à Yellowstone, etc. Mais en tous les cas, on sait que les milieux ouverts sont les milieux où il y a le plus d'espèces floristiques et faunistiques qui s'expriment. Ça, c'est important. La surface agricole, ça représente 45% du territoire. Ce sont des milieux ouverts en grande partie, même si on commence à parler de plus en plus d'agroforesterie, n'empêche que c'est des milieux semi-ouverts, il faut des parties ouvertes. Et ce n'est pas hors sujet de parler de la nature dans des agrosystèmes. Le constat numéro 2, c'est le fameux constat socio-agricole que vous connaissez également. Si on regarde ici les surfaces agricoles utiles, bon, déjà, on s'aperçoit qu'avec l'artificialisation des sols, eh bien, il y a quand même une baisse importante. Et si on regarde en plus les surfaces toujours en herbe des exploitations agricoles, rien ne va plus. Et c'est pourtant, et j'en parlais tout à l'heure avec l'herbivorie, avec les herbivores, mangent de l'herbe, c'est là où peut s'exprimer le plus de biodiversité. Et c'est là où on s'aperçoit que, depuis notamment la mise en place dans la PAC, eh bien, on a une régression forte de la surface en herbe. Et cerise sur le gâteau, ce qui n'arrange rien, parce que ce qui est important pour la protection de la nature, c'est ce qu'on appelle les écotones, les secteurs de lisière. Eh bien, on s'aperçoit que la taille des exploitations augmente. Il faudrait faire aussi un même schéma, un même histogramme avec la taille des parcelles en moyenne qui augmente. Donc voilà le deuxième constat. Et le troisième, c'est des constats sociaux, politiques, où on aperçoit que bon, ça vient aussi des grands accords internationaux. La biodiversité commence à être une attente sociétale, au même titre que le climat. On nous invite, dans le cadre des politiques publiques, à des transitions écologiques intéressantes. Donc, le milieu agricole ne doit pas y échapper. Ce qu'on peut constater, on le voit avec les derniers arbitrages politiques de la PAC, qu'il y a souvent des accords politiques plus puissants pour les politiques agricoles, pour les politiques environnementales. On voit que on en parle souvent au sein de Paysans de Nature, que certaines politiques publiques, notamment les MAEC, les mesures agri-environnementales et climatiques, ne donnent pas des résultats satisfaisants en matière de biodiversité. Si ça peut permettre de maintenir de l'élevage à l'herbe, derrière, il se cache beaucoup de choses qui font qu'on n'arrive pas à nos finalités en matière de protection de la biodiversité. En Marais-Poitevin de Vin, c'est le cas. Et on s'aperçoit aussi qu'il faut un vivier de jeunes pour reprendre les fermes avec des agriculteurs qui vieillissent. Et on s'aperçoit au sein du réseau Paysans de Nature que plus on mixte les groupes sociaux, plus on rapproche le consommateur du producteur, plus on arrive à faire perfuser ces idées-là. Voilà à peu près un constat que l'on peut faire aujourd'hui, mais peut-être qu'il sera nuancé demain et ce n'est pas forcément le même qu'il y a encore 5 ans. Les objectifs du projet de Paysans de Nature, c'est installer, j'allais dire, enfin des paysans dont l'objectif est autant la défense du vivant, de vivant sous toutes ses formes, de la vie sauvage, que d'alimenter les quotidiens.
on met ça dans nos fermes au même pied d'égalité. Il existe des labels, il existe des marques qui font attention. Hein. On connaît tous les labels bio, Nature et Progrès, etc. Mais le paysan de nature veut vraiment optimiser la biodiversité au sein des fermes. Et bien sûr, ça passe par l'installation. Et compléter, c'est un outil qui a complété les outils institutionnels. Alors évidemment, ça peut être dans les zones naturelles, ça peut être dans les réserves naturelles, dans la boîte à outils de protection spatiale de la nature en France, avec les parcs, pour qu'un nouveau type d'espace naturel non déconnecté de l'agriculture et des questions alimentaires. Mobiliser les organisations environnementales, puisqu'il ne faut pas qu'on avance tout seul, paysan de nature. C'est un travail collectif. On avance groupé avec les organismes environnementaux, les habitants, pour participer au renouvellement des paysans et assurer le dialogue sur le long terme. On y reviendra. Donc, les 4 piliers, bon, c'est assez simple. Défendre le sauvage, on commence par ça. L'excellence en matière de biodiversité. Repenser le rapport que l'on a, pas adapter sa SAU aux productions qu'on veut faire, plus accompagner l'évolution de l'agrosystème, qu'il soit terrestre, aquatique, semi-aquatique, ça dépend dans quel territoire nous nous trouvons. Sortir de cette histoire de nature utile et nature inutile. Le roncier du coin de champ, c'est une anecdote, mais est parfaitement inutile, je nuance bien sûr, dans un coin de champ, mais est extrêmement utile à des espèces qui peuvent être emblématiques, connues ou parfaitement connues. Et il est important de laisser, je vous rappelle que c'est 45% du territoire, de laisser des espaces comme ça pour la biodiversité. Donc, un travail en infrastructure, un travail agroécologique, mais aussi travailler sur tous les impacts indirects des systèmes agricoles et la transition. Inutile de vous dire qu'il y a des réflexions fortes. Ça peut être en conduite d'élevage sur les bilans carbone. Et là, normalement, paysan de nature doit en permanence avoir dans son logiciel des réflexions là-dessus, en matière de machinisme, de la dimension sociale. Donc, l'application des citoyens, on pourra citer des exemples. Dans le Nord-Vendée, sur le Marais breton, il y a des groupements de consommateurs qui accompagnent, qui parrainent, qui dialoguent, qui construisent avec des paysans sur des fermes. Donc, une application, une accumulation commune, une espèce de décloisonnement entre les naturalistes, les consommateurs et les paysans. Travailler à des échelles humaines où les gens se connaissent, sur des bassins de vie, sur donc des petits territoires. Et puis, installation, toujours de paysans et de paysannes, bien sûr. Tous les paysans de nature doivent avoir dans leur idée que si dans 10 ans ou 20 ans, ils doivent laisser leur ferme, il faut, à la fois au niveau du foncier, à la fois au niveau pouvoir avoir des fermes qu'on puisse transmettre avec toujours ces enjeux biodiversité sur le long terme. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est une initiative qui a démarré dans le Marais breton, alors un peu avec des pionniers. Je pense en particulier à Frédéric Signoret, un des fondateurs de ce mouvement, issu du monde de l'environnement, des ONG, des chargés de mission, des conservateurs. On est de plus en plus à faire le pas en France, de gens qui travaillaient dans les associations de protection de la nature. Et c'était très bien de faire des suivis scientifiques. Moi, je vois sur ma réserve naturelle, on avait 17 suivis scientifiques qui montraient que tous les indicateurs allaient au orange, voire au rouge. Mais il y a un moment, on a voulu passer à l'action. C'est comme ça qu'on est devenu paysan pour passer à l'exercice pratique. Donc, on a créé une association en mars nationale où on retrouve des fermes, des organismes environnementaux agricoles,
des particuliers et des enseignants et des chercheurs, très important en termes de formation agricole, en termes d'accompagnement des stagiaires, on y reviendra. Donc aujourd'hui, il y a 65 adhérents, on est plus proche des 100, ça représente à peu près 6000 hectares. Voilà à peu près la carte. Alors, évidemment, historiquement, c'est surtout les pays de la Loire, la Bretagne, puis maintenant, on en retrouve jusque dans le sud ou de l'est de la France. Ça commence à s'organiser un petit peu partout. Il y a eu un ouvrage qui a été fait aux éditions de H.E. Nestlé, que je vous invite à parcourir, à lire. Il y a un logo, une marque, un document fondateur, hein, des conventions, des chartes que l'association, comme on veut rester relativement… Enfin, on est une association nationale, mais avec des relais locaux, donc des conventions qui sont passées entre les ONG environnementales et des agriculteurs. Il y a eu pas mal de films qui ont été faits sur la démarche, une exposition, une note de cadrage pour les stagiaires, pour les enseignants, souvent de l'enseignement agricole, et puis une méthode d'accompagnement à l'installation, à destination des équipes, des associations environnementales, et puis un recueil de documents sur ce qu'on appelle le dialogue permanent pour la nature. Je vais y revenir. Alors, les paysans, je vous l'ai dit, il y a un réseau à l'échelle locale avec des organismes environnementaux, une zone d'expérimentation, d'excellence en matière de biodiversité, faire émerger des projets concrets autour des questions de biodiversité sauvage, d'alimentation, d'installation, en faisant marcher les réseaux. L'échelon régional, avec un collectif d'associations, identifier les territoires actifs, se répartir la tâche, mobiliser les financements, des liens avec l'enseignement toujours, et puis l'échelle nationale avec l'association Plan de Nature, où on garantit les valeurs, on communique, on tient un centre de ressources et des bases de données. Alors, Plan de Nature, on peut prendre un exemple. Il a sur sa ferme, Martin a laissé des secteurs, c'est dans le Marais breton, de sa ferme sans mécanisation, avec le développement de buissons épineux, pour faire des haies, de transformer la séquence girobroyage, sous-soleuse, achat de plants, plantation, protection, entretien, par une séance pause de clôture. Tout simplement, on met en défense et on laisse ce qu'on appelle libre évolution. Ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros en matière de biodiversité. Tout était question d'échelle. Il ne faut pas tomber non plus dans des notions de jardinage, faire attention à l'échelle d'intervention par rapport au territoire. D'où cet échange permanent avec les associations d'action nature, les consommateurs et les paysans. Eh bien, en quelques années, en faisant ces expos, ces mises en défense, eh bien, une espèce emblématique comme la pie-grièche écorcheur est revenue. Je parlais de Fred et Ludivine en Marais breton. Ils ont choisi d'inonder une partie de leur ferme, des inondations partielles, saisonnières, donc partielles dans le temps et dans l'espace, augmenter le pâturage, faire du report d'herbe sur pied, moins de fauche, donc moins de mécanisation, réduire le chargement. On sait que quand il y a plus de 6 pattes d'herbivores à l'hectare, eh les oiseaux ont du mal à nicher au sol. Ils sont à 0,5 UGB à l'hectare. Eh bien, ils ont un retour spectaculaire d'une espèce emblématique en mauvais état de conservation, qui fait l'objet d'un plan national d'action, qui est la barge à queue noire. Et plein d'autres limicoles, dicheurs, comme le chevalier gambette, le népé. Il y a également le hibou des marais, Buzard des roseaux, qui se retrouve sur la ferme. Du coup, quand on compare ces fermes avec des protections fortes comme des réserves naturelles, loin d'être des résultats comparables, parce que l'agriculteur est là
au cœur de la gestion de son territoire et a des résultats assez exceptionnels. Du coup, il y a en permanence une réflexion sur la production, la place du vivant, c'est un partage. On veut nourrir le citoyen, on veut faire de la production, on veut créer de l'aliment pour l'humain, mais on laisse aussi de l'espace pour le sauvage. Une certaine forme de laisser-faire, sachant que si on prend l'exemple de l'herbivorie, il y a quand même quelque chose d'important. Il y a un recul de la mécanisation, faire confiance aux dynamiques du vivant, on pourra y revenir, des réflexions sur le rôle de l'agriculture dans la société, quelle place on a avec nos consommateurs, puisqu'il y a eu là des liens qui se sont complètement distendus par rapport à la production conventionnelle, et puis des réflexions sur des gouvernances partagées à l'échelle du territoire. Et il peut y avoir, mais ça se pratique maintenant à très grande échelle, hein, des poses de nichoirs, des interventions, des petites infrastructures agroécologiques, plantation de haies, etc. Mais ça se pratique largement en dehors de paysans de nature. Les paysans de nature a des priorités plus écosystémiques. Sinon, je ne vois pas les titres en haut, mais progresser vers plus de biodiversité dans les fermes. Et là, c'est intéressant puisque l'agriculteur, une fois par an au début, une fois qu'il est engagé, et puis après on passe un rythme tous les 2 ans, sur le même mode un peu que ce qu'on appelle les systèmes participatifs de garantie de nature et progrès, c'est qu'il y a un partage, un échange une fois par an sur une journée, une demi-journée, le paysan, les habitants, ça peut être des consommateurs, des usagers, des membres d'une AMAP, des parents d'élèves, et puis des naturalistes, des gestionnaires d'espace. C'est très intéressant, puisque là, tout de suite, et il y a même d'autres agriculteurs qui viennent se greffer à ces dialogues permanents pour la nature, et là, il y a des échanges qui se font, il y a de co-construction d'objectifs. Le paysan n'avait pas forcément compris ou n'avait pas pensé à laisser ce coin de sa SCU en libre évolution. Eh bien, il y a un rendez-vous qui est pris, l'année plus 1, et puis voilà, on fixe des objectifs. Donc, visite de ferme, discuter des pratiques, et ensuite, tout ça, c'est synthétisé, et on se retrouve dans un comité de progrès sur la biodiversité avec tous les paysans, avec les ONG environnementales, avec les consommateurs, pour échanger et progresser tous ensemble. Voilà un exemple de ce qui peut ressortir d'une ferme. Le paysan a décidé de planter 50 mètres de haies. Il arrête de finir ses bêtes à l'enrubanage en réduisant de moitié son enrubanage. Il se fait des formations, il y a des choses qui bougent en ce moment. Il y a un réseau d'échanges d'agriculteurs qui veulent faire moins de foin, plus de finition d'herbe, de report. Donc ça s'appelle pâturage juste. Bon, ben voilà, on s'investit, on se forme. Et puis, je vous ai parlé que ce sont des fermes ouvertes. Donc, on reçoit des stagiaires, des BTS, beaucoup. Et puis, on organise, bien sûr, ça c'est le côté ouverture au public, soit des repas paysans, soit des journées de portes ouvertes, des sorties nature sur nos fermes. Voilà. L'accueil est important, la formation est importante. De nombreuses fermes accueillent des stagiaires de tout horizon, des apprentis, des visites aussi, des lycées agricoles qui viennent visiter ces fermes pour changer un petit peu les automates, la façon de voir, ce regard décalé sur l'approche agricole. Et puis, les stagiaires, souvent, s'impliquent dans le cadre des thèmes de stage. Ça peut être des volontaires naturalistes,
voire des mini plans de gestion. Ce n'est pas quand même des plans de gestion qu'on trouve dans les réserves naturelles, mais au moins en partie, on peut se fixer des objectifs et travailler sur des plans de travail en charge sur les fermes. Par exemple, protection des berges, par la mise en défense, par la pose de clôture. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui se font et puis toujours aussi des dimensions technico-économiques qui peuvent être sollicitées auprès des stagiaires, la réalisation de suivi de travaux. L'agriculture est une des voies professionnelles de la protection de la nature. Ça, c'est bien de l'avoir mis, insisté là-dessus. Je l'ai dit, moi, j'étais conservateur des réserves naturelles. Je suis devenu paysan et je n'ai pas l'impression d'avoir changé de mission. Donc, on peut faire de l'agriculture et protéger de la nature. Voilà. On a aujourd'hui une cinquantaine de stagiaires qui sont accueillis dans les fermes en Pays de la Loire. Il y a des sujets de stage, quelques exemples. Objectif de stage sur les îlots de parcelles de la ferme, faire un inventaire naturaliste, l'état zéro, principalement oiseaux, et diagnostic des roselières. La roselière peut être aussi un atout pastoral. Caractéristiques, état de la conservation, potentialité, c'est-à-dire de paillage, voilà. Analyse de la microtopographie pour caler les zones d'inondabilité, faire un microplan de gestion. Vous avez en bas un exemple d'une réaction d'un stagiaire. Ma commande principale était de réaliser un inventaire sur 3 îlots de la ferme pour 6 espèces nicheuses. Donc, c'est essentiellement des espèces de limicoles et d'anatidés qui nichent au sol pour ensuite pouvoir retranscrire ces données sur de la cartographie et s'en servir comme document de communication. Voilà, j'ai accompagné, c'est le catalogue des fermes qui accueillent les stagiaires. Ensuite, une note de cadrage pour les stagiaires, un vade-mecum pour accueillir les stagiaires, à destination des chargés de mission, d'associations de protection nature. Un point important, souvent les paysans recevoir des stagiaires, c'est pas rien, il faut les accompagner et souvent les associations, les chargés de mission d'associations sont en appui du paysan pour accompagner, relire les rapports, etc. Un répertoire des anciens stagiaires, très important, pour savoir comment ça se passe, s'il y a des bons retours, et puis des exemples d'offres de stage, de rapports de stage. Et tout ça, ça se crée dans une ambiance et sollicité de l'installation. On vient de le voir. Il y a plein de jeunes qui aimeraient s'installer pour protéger la nature. Eh bien, il faut pas passer à côté. Il faut vraiment se rapprocher d'eux et leur créer un climat social de confiance ça peut aller jusqu'à des moments festifs, des repas partagés, des liens entre les associations de protection nature, les paysans, voilà. Et ensuite, les enseignants, certains enseignants font partie du conseil d'administration des paysans de nature. Et cultiver cette espèce de gradation entre les problématiques agricoles et la protection de la nature. Faire connaître le réseau aux étudiants, faire remonter les offres de stage, des visites d'exploitation, projets tutorés, ateliers de diagnostic sur les fermes. Depuis 20 ans, il y a eu, et j'en suis un exemple, là où vous enfin, vous connaissez peut-être d'autres. Depuis 20 ans, il y a eu 11 chargés de mission de la LPO qui sont devenus paysans, dont 7 qui sont et comme quoi, ce n'est pas du hors-sujet en termes de protection de la nature. Vous avez rien qu'au conseil d'administration de la LPO Vendée 6 paysans. Ça vous donne une idée du lien qui peut exister entre protection de la nature et paysans. Voilà une présentation de ce qu'est ce réseau paysan de nature.